Manon fixait l'écran de son téléphone dans le silence de son bureau lyonnais, ses doigts immobiles sur le clavier de son ordinateur portable. La lumière froide de décembre filtrait à travers les stores métalliques, dessinant des lignes grises sur les murs blancs, encore vides de décoration. À 32 ans, elle avait appris à vivre sans attendre quoi que ce soit de certaines personnes, mais ce message de sa mère venait de rouvrir une blessure qu'elle croyait cicatrisée. « Ma fille, je suis fière de toi. Viens au dîner de Noël à 18h30. Nous avons quelque chose d'important à discuter. 7 ans. 7 années entières. Sans un seul mot. Sans un appel. Sans même un message d'anniversaire oublié puis rattrapé. Juste le silence total. Ce vide qu'elle avait fini par remplir avec du travail, des nuits blanches, et la construction patiente d'une vie qui ne devait rien à personne. Et maintenant, ces quelques lignes qui sonnaient comme une convocation administrative, froide, malgré les mots choisis. Manon relut le message 5 fois, cherchant entre les phrases une chaleur qui n'existait pas. « Ma fille, fière de toi. » Les mots résonnaient de faux, comme prononcés par quelqu'un qui lirait un script après des années de mutisme. Elle posa son téléphone, et son regard tomba sur le magazine Forbes, encore ouvert sur son bureau, la page où son visage apparaissait à côté du titre « De la rupture familiale à l'indépendance entrepreneuriale, le parcours de Manon Mercier ». L'ironie la frappa de plein fouet. Ils n'avaient pas été fiers quand elle avait 25 ans, et qu'elle leur avait annoncé qu'elle refusait d'épouser Maxime, le fils de l'associé de son père. Ils n'avaient pas été fiers quand elle avait claqué la porte de leur belle maison de Caluire avec juste un sac de sport et 200 € en poche. Ils n'avaient certainement pas été fiers pendant les 3 semaines où elle avait dormi dans sa Clio garée près de la gare de Perrache, se lavant dans les toilettes publiques et mangeant des sandwichs premier prix. Les souvenirs défilèrent malgré elle, précis et tranchants. Elle se revoyait ce jour de novembre, debout dans le salon familial au parquet ciré, le cœur battant la chamade, essayant d'expliquer qu'elle ne pouvait pas épouser un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment, qu'elle voulait construire sa propre vie. Sa mère avait jeté son assiette contre le mur, la porcelaine explosant en morceaux blancs sur le sol. « Tu gâches tout. Tu es égoïste, ingrate, après tout ce qu'on a fait pour toi. » Son père, lui, n'avait pas crié. Il s'était levé lentement, avait ouvert la porte d'entrée et avait simplement dit d'une voix plate et définitive « Sors de cette maison, tu n'es plus notre fille. » Manon se leva et marcha vers la petite cuisine attenante à son bureau, ses pas silencieux sur le parquet flottant qu'elle avait posé elle-même. Elle prépara un café qu'elle oublierait probablement de boire, juste pour occuper ses mains qui tremblaient légèrement. Son esprit continuait à dérouler le film de ses premiers mois de survie, cette période où elle avait envoyé des CV depuis les bibliothèques municipales, où elle avait enchaîné les petits boulots humiliants, serveuse, distributrice de prospectus, vendeuse dans un magasin de téléphonie, où le gérant la regardait de haut. Elle repensa à cette nuit de janvier, 1 an après la rupture, où elle avait bu 3 bières bon marché dans son studio insalubre de Vèze et avait composé le numéro de sa mère à 2h du matin, désespérée, seule, ayant juste besoin d'entendre une voix familière. Le téléphone avait sonné dans le vide, puis un message automatique. Ce numéro était bloqué. Elle avait raccroché et s'était endormie tout habillée sur son matelas posé à même le sol. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, elle dirigeait une petite agence de conseil en transformation digitale. 3 employés, des clients moyens, rien de spectaculaire. Mais c'était à elle, construit avec ses propres mains, sans un centime d'aide familiale, sans un seul contact hérité. L'article de Forbes n'aurait jamais dû la mentionner, mais la journaliste avait insisté sur son histoire, ce parcours de rupture et de reconstruction qui inspirait apparemment les lecteurs. Manon retourna s'asseoir devant son ordinateur, le café oublié refroidissant sur le bureau. Elle fixa le message lumineux sur son téléphone. Une partie d'elle voulait répondre « Non », effacer ce message, continuer sa vie comme si ces 7 années de silence n'avaient jamais existé. Léa, son associée et seule véritable amie, lui répétait souvent en riant « Ta famille est toxique, tu leur dois rien, bloque-les et passe à autre chose. » Mais une autre partie, plus profonde et plus dangereuse, ressentait ce besoin étrange d'aller voir. Pas pour eux peut-être, plutôt pour elle, pour leur montrer qu'elle avait survécu, qu'elle avait même réussi sans eux.
pour prouver quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Ses doigts pianotèrent au-dessus du clavier virtuel, hésitant. Elle pouvait refuser, inventer une excuse professionnelle, se protéger enfin. Mais au lieu de cela, elle tapa rapidement. « J'y serai ». Le message partit avec un petit son discret qui résonna comme une décision irréversible dans le silence du bureau. Manon éteignit son téléphone et le posa face contre le bureau, comme pour ne pas voir ce qu'elle venait de faire. Une idée germa alors, inattendue. Elle ne voulait pas y aller seule. Elle ne voulait pas leur donner la satisfaction de la voir isolée, fragilisée, vulnérable. Elle rouvrit son téléphone et scrolla dans ses contacts professionnels récents jusqu'à tomber sur un nom, Karim Belkacem. Ce type direct qu'elle avait rencontré la semaine dernière lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat social, celui qui lui avait dit sans détour « Tu as l'air d'avoir survécu à une guerre ». Elle tapa un message avant de réfléchir trop longtemps. Question bizarre, « Tu es libre le 25 décembre au soir ?» Elle envoya, posa le téléphone et attendit, le cœur battant légèrement plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Quelque part, elle venait peut-être d'accepter bien plus qu'une simple invitation à un dîner de Noël. Elle venait d'accepter de retourner sur un champ de bataille qu'elle avait fui 7 ans plus tôt. Karim avait répondu oui, sans poser trop de questions. Manon lui avait tout expliqué lors d'un café rapide. Les 7 ans de silence, l'article, le message soudain. Je veux qu'ils voient que j'ai reconstruit une vie, sans eux. Il avait allumé une cigarette sur le trottoir. Tu veux que je joue ton petit ami parfait ? Manon avait souri sèchement. Non, juste que tu existes. Le 25 décembre, 18h30 précise, ils arrivèrent ensemble devant la maison familiale. Manon portait une robe noire simple achetée la veille. Karim, un costume sobre qu'il semblait porter avec une certaine gêne. Elle sonna, respira profondément. La porte s'ouvrit sur sa mère. Maquillage impeccable. Sourire figé, qui se fissura légèrement en découvrant Karim. « Entre. Qui est ?» La phrase resta suspendue. « Karim, mon compagnon. » Manon prononça le mot calmement, observant la réaction. Sa mère se reprit aussitôt, sourire commercial de retour. Enchantée. « Entrez, vous allez attraper froid. » Le salon était décoré pour Noël. Un sapin avec des guirlandes dorées, mais tout semblait étrangement forcé, moins luxueux que dans ses souvenirs. Ses parents, sa sœur Élise qui fixait obstinément le sol, un oncle que Manon avait toujours détesté. Son père se leva, serra la main de Karim avec une poigne trop ferme, trop longue. « Bienvenue dans notre maison. » Puis à Manon, voix sèche. « Tu aurais pu prévenir que tu amenais quelqu'un. » Manon s'assit sur le canapé, croisa les jambes. « Tu aurais pu me prévenir que tu existais encore il y a une semaine. » Silence gêné. Sa mère apporta l'apéritif, des toasts au saumon disposés sur une assiette blanche, et lança avec une légèreté forcée. « Alors Manon, Forbes, je suis tellement fière de toi, ma fille. » Le mot « fière » résonna comme une gifle. Karim posa discrètement sa main sur celle de Manon sous la table. Pendant le repas, les questions fusèrent. D'où venait Karim ? Que faisait-il ? Depuis combien de temps se connaissait-il ? Manon répondait vaguement, observant les détails qui clochaient. Les meubles étaient les mêmes, mais fatigués. Le vin était manifestement du bas de gamme. Et le dessert ? Une bûche industrielle, pas faite maison comme avant. Son père, progressivement, glissa vers des questions sur son entreprise. Combien d'employés ? Quel chiffre d'affaires ? Quel client important ? Manon sentit le piège se refermer doucement. Karim intervint soudain, voix directe. « Vous ne l'avez pas vu pendant 7 ans, et la première chose que vous demandez, c'est un audit financier ?» Son père se raidit, posa sa fourchette. Sa mère rit nerveusement. « Non, non, on est juste curieux de sa réussite. » Élise n'avait presque rien mangé de tout le repas, poussant la nourriture dans son assiette avec des gestes mécaniques. Elle évitait le regard de Manon depuis le début. Puis son père posa ses couverts, s'essuya la bouche avec sa serviette et adopta cette voix grave qu'il prenait pour les annonces importantes. « Puisque nous sommes tous réunis pour Noël, en famille, nous avons effectivement quelque chose d'important à discuter avec toi. » Manon tint sa fourchette plus fort, sentit Karim se raidir à côté d'elle. Elle connaissait déjà la suite. Elle l'avait toujours connu. Son père se cala dans son fauteuil,
prit une inspiration comme s'il s'apprêtait à annoncer quelque chose de solennel, presque bienveillant. Notre entreprise traverse une période difficile. La concurrence étrangère, la crise, tu sais comment c'est. Il fit un geste vague de la main. Nous avons besoin de moderniser, de digitaliser nos processus. Et qui de mieux placé que toi pour nous aider? Manon ne dit rien. Elle posa sa fourchette lentement, croisa les bras et attendit la suite qu'elle devinait déjà. Sa mère prit le relais, voix mielleuse. On pensait que tu pourrais nous conseiller, nous mettre en relation avec tes contacts. En famille, on se serre les coudes, non? Gratuitement, évidemment, ajouta l'oncle avec un sourire entendu. C'est normal de rendre service à sa famille. Manon laissa passer 30 secondes de silence. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait dans le salon tendu. Puis elle dit simplement « Non ». Un seul mot, calme, sans agressivité. Juste un refus net. Sa mère se raidit sur sa chaise. « Comment ça, non ?»« Non, je ne vais pas vous aider. » Manon garda les mains posées à plat sur la table. « Vous m'avez mise à la porte il y a 7 ans. Vous avez bloqué mon numéro. Je n'ai plus de famille ici. » Son père fronça les sourcils, voix soudain dure. « Tu es immature, Manon. On t'a laissé réfléchir à tes erreurs. Tu as grandi. Maintenant, on tourne la page. » C'est comme ça que ça marche. Quelque chose se fissura en elle. Elle se leva lentement, prit son sac posé sur le dossier de sa chaise. Quand elle parla, chaque mot était pesé, précis, tranchant. Vous ne voulez pas moi. Vous voulez ce que j'ai construit sans vous. Vous voulez mon carnet d'adresses, mes contacts, mon travail. Mais moi, Manon, celle qui dormait dans sa voiture, celle qui pleurait dans les toilettes publiques, celle-là, vous vous en fichiez complètement. Sa mère se leva d'un bond, le visage rouge. Ingrate, après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a nourri, logé, payé tes études, et vous me l'avez fait payer chaque jour. Manon enfila sa veste calmement. La réponse est non, trouvez quelqu'un d'autre. Son père tapa du poing sur la table, faisant trembler les verres. Tu es exactement celle que je pensais. Égoïste jusqu'au bout. Tu nous laisses tomber. Manon le regarda droit dans les yeux, cette première fois depuis 7 ans, où elle soutenait son regard sans baisser la tête. Non, c'est vous qui m'avez laissé tomber. Moi, je me relève juste. Elle se tourna vers Élise qui avait les larmes aux yeux, mais ne disait toujours rien, figée sur sa chaise. Manon aurait voulu lui dire quelque chose, tendre une main, mais sa sœur détourna le regard. Bonne soirée. Manon marcha vers la porte d'entrée, Karim la suivant en silence. Si tu franchis cette porte, c'est terminé, cria sa mère depuis le salon. Tu nous auras perdus définitivement. Manon s'arrêta sur le seuil, main sur la poignée. Elle sentit l'air froid de décembre sur son visage. Sans se retourner, elle dit simplement « Je vous ai perdus il y a 7 ans. Je viens juste de m'en rendre compte. » Elle sortit et ferma la porte derrière elle, normalement, sans claquer. Karim la rejoignit sur le trottoir. Ils marchèrent jusqu'à la voiture garée un peu plus loin, leurs pas résonnant dans la rue silencieuse du quartier endormi. Dans la voiture, Manon resta assise sans démarrer, main sur le volant, fixant le pare-brise embué. Karim alluma une cigarette, baissa la vitre. Il ne dit rien pendant de longues minutes, respectant ce silence nécessaire. Finalement, Manon murmura « Je pensais que j'étais guérie, que ça ne me ferait plus rien. » Karim souffla sa fumée par la fenêtre. On n'est jamais vraiment guéri de sa famille. On apprend juste à vivre avec. Manon démarra le moteur. Dans le rétroviseur, elle vit la maison familiale s'éloigner lentement, ses fenêtres illuminées comme une carte postale mensongère de Noël parfait. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle roula en silence jusqu'à son appartement, Karim à côté d'elle, et se demanda pourquoi faire ce qui était juste faisait aussi mal. Les jours suivants passèrent dans une étrange brume. Manon continuait de travailler, réunions avec des clients, réponses aux emails, appels téléphoniques professionnels. Mais quelque chose s'était déréglé en elle. Elle oubliait des rendez-vous notés dans son agenda, répondait à côté des questions posées, relisait les mêmes documents sans vraiment les comprendre. Léa, son associée, finit par remarquer. Un jeudi après-midi, elle frappa à la porte du bureau. « Ça va ?» Manon leva les yeux de son écran, força un sourire. « Oui, juste un peu fatiguée. » Léa hocha la tête sans insister,
mais son regard disait qu'elle ne croyait pas un mot. Le soir, Manon rentrait chez elle et s'allongeait sur son canapé, lumières éteintes, fixant le plafond dans l'obscurité. Elle scrollait son téléphone pendant des heures, sans rien lire vraiment, juste pour occuper ses yeux et ne pas penser. Sa mère lui envoyait un message par jour. Le premier était agressif. « Tu nous as humiliés devant un étranger. J'espère que tu es fier de toi. » Le deuxième, manipulateur. « Ton père ne dort plus. Tu es en train de le tuer. » Le troisième, carrément accusateur. « Élise pleure tous les soirs à cause de toi. » Manon les lisait tous, ne répondait à aucun. Chaque notification faisait vibrer son téléphone comme une petite décharge électrique dans sa poche. La nuit, elle dormait mal, se réveillait à 4 heures du matin incapable de se rendormir, fixant les ombres qui bougeaient sur les murs. Elle repensait au dîner, rejouait mentalement la scène, imaginait d'autres répliques, des phrases plus cinglantes, des victoires imaginaires qui ne soulageaient rien. Un soir, elle composa le numéro d'Élise. Elle laissa sonner une fois, raccrocha, rappela, raccrocha encore. Au troisième essai, elle laissa sonner jusqu'au bout. Élise décrocha après 6 sonneries, voix prudente. « Allô ? C'est moi. » Silence. Puis, « Je sais. » Elle se donnait un rendez-vous le lendemain dans un parc public, terrain neutre, loin de la maison familiale. Manon arriva la première, s'assit sur un banc froid, observant les gens passer avec leur vie normale, leur famille fonctionnelle. Élise apparut 10 minutes plus tard, amaigrie, cernée, le visage tiré. Elle s'assit à l'autre bout du banc, laissant un espace entre elles comme une frontière invisible. Pendant une longue minute, elles restèrent silencieuses, regardant les pigeons picorer des miettes sur le sol gelé. Élise parla d'abord, rapidement, comme si elle avait répété. « Ils m'ont utilisé pour te remplacer. Tout ce que tu ne faisais plus, tout ce que tu refusais, je devais le faire. Le double. » Elle respira mal, serra ses mains l'une contre l'autre. Les dîners d'affaires, les présentations aux clients, jouer la fille parfaite, tout, 2 fois plus. Manon tourna la tête vers elle, vit les larmes silencieuses couler sur les joues de sa sœur. L'entreprise ne va pas mal, Manon. Elle est morte. Papa a hypothéqué la maison il y a 6 mois. Dans 3 mois maximum, ils perdent tout. La maison, les voitures, tout. Manon hocha la tête lentement. Elle ne ressentait rien de particulier. Juste une confirmation de ce qu'elle avait deviné. Pas de joie, pas de tristesse, juste un vide étrange. « Tu ne dis rien ?» demanda Élise, essuyant ses joues avec sa manche. Manon haussa les épaules. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Que c'est triste ? Que je les plains ? Je ne sais pas. » Élise renifla. « Peut-être que oui. Ce sont quand même nos parents. »« Non. » Manon secoua la tête. « Ce sont tes parents. Moi, je n'en ai plus depuis 7 ans. » Élise se tourna vers elle, quelque chose de dur dans le regard. « Tu as eu le courage de partir. Moi, je suis restée. Et maintenant, je paie pour nous deux. » Les mots frappèrent Manon comme des gifles. Elle réalisa soudain qu'Élise ne l'appelait pas pour se rapprocher. Elle l'appelait pour lui reprocher d'avoir été libre. « Tu aurais pu partir aussi, » dit Manon doucement. « Non. » Élise secoua la tête. « Je ne suis pas forte comme toi. » Je n'étais pas forte. J'étais désespérée. C'est différent. Elles restèrent encore 10 minutes côte à côte, sans vraiment se parler, juste assises dans le froid de janvier qui mordait les joues. Quand Élise se leva pour partir, elle dit simplement « Ils vont continuer à t'appeler. Ils ne vont pas lâcher. » Manon acquiesça. Élise s'éloigna sans se retourner, silhouette fine avalée par la foule de gens pressés. Manon resta seule sur le banc, regardant l'endroit où sa sœur avait disparu. Elle comprit qu'elles ne se sauveraient pas l'une l'autre, que chacune devait trouver sa propre sortie. Elle rentra chez elle, alluma son ordinateur et se remit au travail comme si de rien n'était, parce que c'était tout ce qu'elle savait faire. Avancer, même quand ça faisait mal. Manon décida de sortir de son appartement, poussée par Léa, qui l'avait littéralement traînée à un événement de networking un jeudi soir. « Tu ne peux pas rester enfermée à ressasser. Sors, vois des gens, respire. » Manon avait accepté sans enthousiasme, juste pour avoir la paix. L'événement se tenait dans un espace de coworking moderne. Trop de lumière blanche, trop de monde qui parlait fort. Manon resta dans son coin avec un verre d'eau, observant les entrepreneurs s'échanger des cartes de visite avec des sourires convenus.
Un type s'approcha. La trentaine, chemise froissée, une certaine nonchalance dans la démarche. « Tu as l'air de t'ennuyer autant que moi ?» C'était Karim, celui qui devait animer une table ronde plus tard sur l'entrepreneuriat social. Manon sourit malgré elle. « Je pensais que tu aimais ce genre d'événement. »« J'aime mon travail, pas le cirque autour. » Il but une gorgée de son café. « Mauvaise semaine ?» La question directe la surprit. « Mauvaise famille, plutôt. » Il rit brièvement. « Je connais. » Ils prirent un café après l'événement, dans un bar qui fermait tard. Karim raconta sans apitoiement. Rejeté à 19 ans pour avoir refusé le mariage arrangé que ses parents avaient planifié depuis son adolescence. Des années à survivre, petit boulot, appartement pourri, avant de monter son association d'insertion professionnelle. « Et tes parents maintenant ?» demanda Manon. Karim alluma une cigarette sur le trottoir. « Ma mère m'envoie des messages de temps en temps. Je bloque son numéro, puis je le débloque quand je me sens coupable, puis je rebloque. C'est pathétique. » Il souffla la fumée. « Désolé, j'essaie d'arrêter depuis 3 ans. » Manon apprécia cette honnêteté brutale. Pas de leçons, pas de conseils non sollicités. Juste quelqu'un qui comprenait. Ils se revirent. Karim n'était pas particulièrement charmant. Il parlait beaucoup de son travail, oubliait parfois leur rendez-vous, et sa franchise frôlait parfois la brutalité. Mais il ne la jugeait pas. Il ne lui disait pas ce qu'elle devrait ressentir. Un soir, marchant le long des quais, il s'arrêta pour allumer une cigarette et dit sans la regarder : « Tu attends quoi exactement ? Qu'il s'excuse ?» Manon se raidit. « Je n'attends rien. »« Si. » Il se tourna vers elle. « Tu attends qu'ils reconnaissent qu'ils ont eu tort, que tu avais raison, que tu méritais mieux. » Il tira sur sa cigarette. « Ça n'arrivera peut-être jamais, Manon. Il faut que tu l'acceptes. » Les mots la blessèrent. Elle voulut protester, se défendre, mais quelque chose en elle savait qu'il avait raison. Elle marchait encore avec cette espérance stupide qu'un jour il verrait, qu'il comprendrait, qu'il regretterait. « Et toi, tu l'as accepté ?» demanda-t-elle sèchement. Karim écrasa sa cigarette sous son pied. « Non, pas complètement. Certains jours, je veux encore leur prouver quelque chose. C'est pour ça que je sais le reconnaître chez les autres. » Ils continuèrent de marcher en silence. Pour la première fois depuis le dîner de Noël, Manon sentit quelque chose se dénouer légèrement en elle. Pas une guérison, juste un relâchement minime de cette tension constante. Une semaine plus tard, son téléphone vibra. Un message de sa mère, différent des précédents. « Ton père est à l'hôpital, problème cardiaque, il veut te voir. » Manon fixa l'écran, assise à son bureau. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle relut 3 fois. « Il veut te voir. Pas « nous voulons te voir. » Pas « viens si tu veux. » Une convocation déguisée en urgence médicale. Elle appela Karim immédiatement. « Mon père est à l'hôpital. »« Tu y vas ?»« Je ne sais pas. » Silence. Puis Karim. « Si tu y vas, je t'accompagne. Mais réfléchis bien avant. Les urgences médicales sont souvent des leviers de manipulation. » Manon raccrocha. Fixa le message encore 10 minutes. Une partie d'elle voulait ignorer, effacer, continuer sa vie. Une autre partie, plus ancienne, plus vulnérable, ressentait cette culpabilité familière. Et s'il mourait vraiment ? Et si c'était la dernière chance ? Elle tapa une réponse. « J'arrive », puis ajouta « avec Karim ». Elle envoya avant de réfléchir davantage. Karim la rejoignit 1 heure plus tard devant son bureau. Dans la voiture vers l'hôpital, il dit simplement « Si ça devient toxique, on part. D'accord ?» Manon hocha la tête, main crispée sur le volant. Elle savait qu'elle retournait dans l'arène. Elle savait que c'était probablement un piège. Mais elle y allait quand même, parce qu'il y avait des chaînes qu'on ne cassait pas si facilement. L'hôpital sentait le désinfectant et le café froid. Karim resta dans le hall d'entrée, assis sur une chaise en plastique inconfortable. « Si je monte avec toi, je vais te dire quoi faire. Tu dois décider seule. » Manon acquiesça, prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage, ses jambes tremblant légèrement. La chambre 215. Elle frappa doucement, entra. Son père était allongé dans le lit médicalisé, branché à des moniteurs qui bipaient régulièrement. Il était pâle, mais ses yeux étaient vifs, conscients. Pas mourant. « Ma grande. »
Les mots sortirent de sa bouche comme une vieille habitude retrouvée. Manon s'assit sur la chaise à côté du lit, garda ses distances. Qu'est-ce qui s'est passé? Malaise cardiaque, le stress, tu sais. Il toussa légèrement. J'ai eu peur, Manon. Peur de mourir sans t'avoir parlé vraiment. Elle hocha la tête, observa les machines, les perfusions, cette mise en scène hospitalière qui rendait tout plus dramatique qu'il ne l'était probablement. Son père parla doucement pendant 10 minutes. Il dit qu'il réalisait des choses, qu'il avait peut-être été trop dur, que les années passaient vite. Il utilisa les mots justes, ceux qu'elle avait attendus pendant 7 ans. Puis, progressivement, presque imperceptiblement, il glissa vers l'entreprise familiale. Ce que tes grands-parents ont construit, tu sais. 4 générations de travail. Ça compte, non? Manon sentit le piège se refermer doucement, comme une main invisible qui serrait. J'ai peur qu'on perde tout, ma grande. L'héritage, la maison, tout ce qu'on voulait te transmettre. Me transmettre? Manon répéta le mot lentement. Vous m'avez viré de cette transmission il y a 7 ans. Son père ferma les yeux. On était en colère. On a dit des choses. La porte s'ouvrit. Sa mère entra, et Manon fut frappée par son apparence. Elle avait vieilli, vraiment vieilli. Les rides autour des yeux, les cheveux gris mal cachés sous la teinture, les vêtements moins soignés qu'avant. Elle s'assit de l'autre côté du lit, regarda Manon avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fatigue. Manon, sa voix était différente, plus basse, moins assurée. On va perdre la maison. Dans 2 mois, on n'aura plus rien. Pour la première fois, Manon vit sa mère fragile. Pas en colère, pas manipulatrice, juste fatiguée et effrayée. C'était pire que la rage. La rage, elle savait comment y réagir. La vulnérabilité, c'était plus dangereux. « Je ne peux pas vous aider financièrement », dit Manon calmement. « Je n'ai pas les moyens. Mon entreprise marche, mais pas au point de renflouer la vôtre. Ton expertise, tes contacts. » Sa mère se pencha légèrement. « Juste quelques présentations, quelques recommandations. Ça ne te coûterait rien. » Manon sentit cette pression familière, ce poids qui lui écrasait la poitrine depuis l'enfance. Cette attente impossible qu'elle répare ce qu'ils avaient cassé. Je vais réfléchir. Les mots sortirent, malgré elle. Une partie d'elle voulait dire non immédiatement, claquer la porte, partir. Mais l'autre partie, celle qui avait passé 25 ans à chercher leur approbation, voulait juste que ça s'arrête, que cette douleur cesse enfin. Réfléchir, c'est déjà beaucoup. Son père sourit faiblement. « Merci, ma grande. » Manon se leva, sortit de la chambre sans se retourner. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur froid, respira profondément. Karim apparut à l'autre bout du corridor, marcha vers elle sans presser le pas. « Alors ? Je leur ai dit que j'allais réfléchir. » Karim alluma une cigarette malgré l'interdiction de fumer. La fuma rapidement près d'une fenêtre entr'ouverte. « Tu vas réfléchir ou tu vas céder ? » « Je ne sais pas. » Manon sentit les larmes monter, les repoussa. Ma mère avait l'air vraiment... cassée. C'est le but. Karim écrasa sa cigarette. Te montrer leur vulnérabilité pour que tu te sentes coupable. C'est de la manipulation, Manon. Juste plus subtile. Elle le savait. Intellectuellement, elle savait tout ça. Mais émotionnellement, c'était différent. Voir sa mère vieillie, son père dans ce lit d'hôpital, ça réveillait quelque chose de primitif en elle. Ce besoin d'être une bonne fille, de réparer, de sauver. Dans la voiture, le silence pesait lourd. Karim conduisait, Manon fixait la vitre. À un feu rouge, elle murmura « Je suis en train de me laisser avoir, c'est ça ?» Karim ne répondit pas immédiatement. Puis, « Je ne sais pas. C'est quoi que tu veux vraiment ? Leur pardon ? Leur amour ? Ou juste que cette douleur s'arrête ?» Manon n'avait pas de réponse. Le feu passa au vert. Ils continuèrent de rouler dans la nuit froide de janvier. Les jours suivants, Manon passa son temps à calculer. Elle ouvrit des tableurs Excel, fit des projections, consulta son comptable. Pouvait-elle les aider sans se ruiner ? La réponse revenait toujours identique. Non, pas vraiment. Elle pourrait leur trouver quelques contacts, mais ça ne sauverait rien. Une entreprise textile en faillite, c'était un trou sans fond. Elle le savait. Rationnellement, elle savait tout ça. Pourtant, elle continuait de chercher des solutions impossibles,
comme si elle pouvait résoudre l'équation par la seule force de sa volonté. Karim la regardait faire sans rien dire pendant une semaine entière. Il passait chez elle le soir, la trouvait devant son ordinateur, des dizaines d'onglets ouverts, des notes griffonnées sur des bouts de papier. Il préparait du thé qu'elle ne buvait pas, s'asseyait sur le canapé en silence. Puis, un soir, il explosa. « Putain, Manon, tu cherches quoi exactement? Leur pardon? Leur amour? Une médaille de la meilleure fille ?» Il se leva, fit les 100 pas dans le petit salon. « Réveille-toi! Ils te manipulent encore et tu ne vois même pas. » Manon se tourna vers lui, quelque chose de dur dans le regard. « Tu ne comprends rien. Ce sont mes parents. C'est ma famille. »« Ta famille ?» Karim rit sèchement. « Ta famille t'a mise à la porte il y a 7 ans. Ta famille a bloqué ton numéro. Ta famille ne t'a contacté que quand elle avait besoin de quelque chose. Et alors, je devrais les laisser crever ? » « Oui. » Le mot claqua dans l'air. « Oui, Manon. Tu devrais les laisser gérer leur propre merde. Tu leur dois rien. C'est facile pour toi de dire ça. » « Facile ?» Karim prit son blouson accroché sur la chaise. « Ma mère est morte il y a 2 ans. Cancer. Je n'y suis pas allée. Je ne l'ai jamais revue après la rupture. Tu crois que c'est facile ?» Sa voix tremblait légèrement. « Je me déteste certains jours pour ça. D'autres jours, je sais que c'est pour ça que j'ai survécu. » Il partit en claquant la porte. Manon resta seule dans son appartement silencieux, fixant l'écran de son ordinateur qui projetait une lumière blafarde. Elle prit son téléphone, composa le numéro de sa mère. Ça sonna. Avant que sa mère ne décroche, Manon entendit la voix de son père en arrière-plan, claire, forte, pas du tout celle d'un malade cardiaque. « C'est elle ? Bien. Elle va craquer, je te l'avais dit. » Sa mère décrocha. « Allô, Manon ?» Manon raccrocha sans un mot. Elle resta assise là, le téléphone dans la main, comprenant enfin. Le malaise cardiaque, la vulnérabilité de sa mère, tout était calculé. Une mise en scène bien rodée. Le lendemain, Karim revint, une boîte de viennoiseries à la main. « Désolé pour hier. J'ai projeté mes trucs sur toi. C'était injuste. » Il posa la boîte sur la table basse. « Mais je maintiens ce que j'ai dit. » Ils s'assirent, mangèrent des croissants en silence pendant quelques minutes. Puis Manon raconta ce qu'elle avait entendu au téléphone. Karim hocha la tête, pas surpris. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda-t-elle. « Ce que tu aurais dû faire depuis le début. Tu traces une ligne, claire, nette, définitive. » Manon passa les 3 jours suivants à écrire une lettre. Pas un email, une vraie lettre manuscrite. Elle recommença 15 fois, pesant chaque mot, cherchant l'équilibre entre fermeté et respect. Karim la relut, suggéra quelques changements. « Enlève cette phrase. Tu t'excuses alors que tu n'as rien fait de mal. » Il pointa un paragraphe. « Là, tu expliques trop. Tu leur dois pas d'explications, juste des limites. » La version finale tenait sur une page. Manon expliquait calmement qu'elle ne les aiderait pas financièrement, qu'elle était ouverte à reconstruire une relation mais avec des règles strictes. Pas de demande d'argent, pas de manipulation, du respect mutuel. Si ces conditions n'étaient pas acceptables, elle préférait maintenir la distance. Elle posta la lettre un jeudi matin, glissant l'enveloppe dans la boîte jaune devant la poste. Le geste était simple, définitif. Les jours passèrent, 1 semaine, puis 2, puis 3. Aucune réponse. Manon vérifiait sa boîte aux lettres chaque jour en rentrant, trouvait juste des publicités et des factures. Elle ne savait pas si elle était soulagée ou déçue. Karim passa plus de temps chez elle, cuisinant des plats simples, regardant des séries sans intérêt juste pour remplir le silence. Leur relation évoluait doucement, maladroitement, 2 personnes abîmées apprenant à coexister. Un soir, il dit en fumant à la fenêtre « Tu sais, on n'est jamais complètement libre de sa famille. On apprend juste à vivre avec le poids. » Manon acquiesça. Elle commençait à comprendre. 3 semaines après l'envoi de la lettre, un jeudi après-midi, la réceptionniste de l'agence appela Manon. « Il y a quelqu'un pour vous en bas. » Manon descendit, et son estomac se noua en voyant sa mère dans le hall d'entrée, accompagnée d'Élise. Elle les fit monter dans une salle de réunion, ferma la porte vitrée. Ses employés regardaient discrètement depuis leur bureau, curieux. Manon resta debout, bras croisés. « Ta lettre ?» Sa mère sortit l'enveloppe froissée de son sac. « C'est insultant, Manon.
Après tout ce qu'on a fait pour toi. Maman, on va tourner en rond si on commence comme ça. Manon garda sa voix calme, détachée. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu n'es pas d'accord, la porte est là. Sa mère se redressa, le visage rouge. Tu nous traites comme des étrangers. On est ta famille. Non. Manon secoua la tête. Une famille, ça ne disparaît pas pendant 7 ans pour réapparaître quand ça arrange. Élise, qui était restée silencieuse jusque-là, prit soudain la parole, voix tremblante mais ferme. « Maman, arrête !» Leur mère se tourna vers elle, surprise. Élise continua, les mots sortant comme s'ils étaient retenus depuis trop longtemps. « Arrête de la détruire comme tu m'as détruite. » Elle regarda Manon. « Je t'en veux, tu sais. Tu es partie. Tu t'es sauvée. Moi, je suis restée. Et j'ai tout pris à ta place. » Les mots frappèrent Manon comme des gifles. Elle réalisa qu'Élise ne venait pas pour la défendre, mais pour vider son sac. Ils m'ont utilisée comme remplaçante. Chaque chose que tu refusais de faire, je devais la faire double. Élise serrait ses mains l'une contre l'autre. Je suis en thérapie depuis 1 an. Dépression sévère causée par le contrôle parental, c'est le diagnostic. Elle se tourna vers leur mère. À cause de vous. Leur mère pâlit, ouvrit la bouche, la referma. Pour la première fois, elle semblait sans voix. Manon sentit quelque chose se déplacer en elle. Elle s'assit enfin, regarda sa mère vraiment. « Maman, je ne peux pas être celle que tu veux. Je ne sauverai pas l'entreprise. Je ne rentrerai pas dans le moule. Mais si tu veux me connaître vraiment, sans condition, sans attente, je suis là. » Elle marqua une pause, avec du temps, et avec des limites claires. Sa mère les regarda toutes les deux, ses filles brisées par ses propres exigences. Son visage se durcit progressivement, ce masque familier qui se refermait. « Vous êtes des égoïstes. Toutes les deux. Vous nous laissez tomber quand on a le plus besoin de vous. » Elle se leva, prit son sac, sortit de la salle de réunion sans se retourner. Ses talons claquèrent sur le sol jusqu'à l'ascenseur. Élise resta, épuisée, vidée. Elle regarda Manon avec quelque chose qui ressemblait à de l'envie et du ressentiment mélangés. « Je déménage le mois prochain. Je coupe les ponts avec eux pour un temps. Ma psy dit que c'est nécessaire. »« C'est bien, » dit Manon simplement. « Tu ne me dis pas de rester en contact avec eux ?» Élise sembla surprise. « Non, fais ce que tu as à faire pour survivre. » Manon se leva, marcha vers la fenêtre. « On n'a pas eu la même enfance, Élise. Même si on vivait dans la même maison. Je sais. » Élise se leva aussi, prit son manteau. « Je t'ai détesté pendant des années. Je te déteste peut-être encore un peu. Je comprends. » Elles se regardèrent, 2 sœurs devenues étrangères, conscientes que reconstruire un lien prendrait des années, si c'était même possible. Élise partit sans au revoir. Manon retourna à son bureau, croisa le regard de Léa qui attendait avec des questions plein les yeux. « Plus tard, » articula Manon silencieusement. Le soir, Karim cuisina des pâtes dans le petit appartement de Manon. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Puis il dit, essuyant les assiettes, « Comment tu te sens ?»« Je ne sais pas. » Manon fixait son verre de vin. « Élise m'en veut. Ma mère me déteste. Mon père ne me parle même plus. Et toi, tu en veux à qui ?» Manon réfléchit longuement. « À eux, à moi, à la situation entière. » Elle but une gorgée. « Mais moins qu'avant. C'est bizarre. » Karim s'assit à côté d'elle sur le canapé. « C'est pas bizarre. C'est juste que tu arrêtes de te battre. Tu acceptes. » « J'accepte quoi ? Que ça ne sera jamais comme tu l'imaginais. Que ta famille ne changera probablement pas. Que ta relation avec Élise sera compliquée. Que c'est moche, imparfait, et que c'est acceptable. » Manon posa sa tête sur son épaule. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit légèrement moins lourde. 1 an plus tard. Mars, un matin où le printemps hésitait encore. Manon buvait son café debout devant la fenêtre de son appartement, regardant la ville se réveiller lentement. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un message de sa mère, le 3e ce mois-ci. « Bonjour Manon. J'espère que tu vas bien. Je pense à toi. » Pas de demande, pas de reproche, pas de manipulation évidente. Juste ces quelques mots simples qui arrivaient maintenant environ 1 fois par mois. Manon les lisait tous, répondait à 1 sur 3, brièvement mais sincèrement.
Je vais bien, merci. Rien de plus. L'entreprise familiale avait déposé le bilan en septembre. Ses parents avaient vendu la maison de son enfance, déménagé dans un appartement de 2 pièces dans un quartier qu'ils auraient méprisé avant. Manon l'avait appris par Élise, pas par eux. Elle voyait Élise toutes les 2 semaines maintenant. Des cafés courts, des conversations prudentes, 2 femmes qui réapprenaient à se connaître comme des adultes étrangères l'une à l'autre. Certaines fois ça se passait bien, d'autres fois elles se disputaient sur des détails stupides et rentraient chacune chez soi frustrées. C'était compliqué, imparfait, et c'était acceptable. Élise avait quitté le domicile parental 6 mois plus tôt, vivait seule dans un studio, continuait sa thérapie 2 fois par semaine. Elle avait coupé les ponts avec leurs parents pendant 4 mois avant de reprendre contact progressivement. « Je leur parle 1 fois par semaine », avait-elle dit à Manon lors de leur dernier café. « C'est supportable maintenant que je ne vis plus avec eux. » Karim sortit de la douche, cheveux mouillés, serviette autour de la taille. Ils vivaient ensemble depuis 3 mois, cohabitation maladroite de 2 personnes qui avaient appris à vivre seules trop longtemps. Ils se disputaient régulièrement, surtout quand Karim oubliait de prévenir qu'il rentrerait tard, ou quand Manon passait des heures sur son ordinateur, en ignorant tout le reste. Mais il restait, s'excusait, recommençait. « Ta mère ?» demanda-t-il en voyant le téléphone dans sa main. « Ouais. Tu vas répondre ? Peut-être. » Manon posa le téléphone. Plus tard, Karim prépara des toasts, ils déjeunèrent ensemble dans un silence confortable. Puis il dit, beurrant son pain, « Ma sœur m'a envoyé un message hier. Elle veut me voir. » Manon leva les yeux. Karim n'avait pas parlé à sa famille depuis 15 ans, sauf sa sœur cadette, qui avait pris contact 6 mois plus tôt. « Et toi, tu veux ? » ?»« Je ne sais pas. » Il mordit dans son toast. « Elle dit que mes parents ont changé, qu'ils regrettent. Les mots habituels. Tu vas y aller ? Probablement. » Il sourit tristement. « Je suis con comme ça. » Manon comprenait. On ne guérissait jamais complètement de sa famille. On apprenait juste à vivre avec le poids, à gérer les rechutes, à accepter l'imperfection. Ce soir-là, ils inauguraient le nouveau projet sur lequel ils travaillaient depuis des mois. Un programme de mentorat pour jeunes entrepreneurs en rupture familiale. 15 jeunes attendèrent dans la salle qu'ils avaient louée. 15 histoires différentes, mais toutes marquées par la même blessure. Manon se tenait devant eux, notes préparées dans les mains. Elle regarda ces visages jeunes, certains méfiants, d'autres simplement fatigués. Elle pensa à elle à 25 ans, dormant dans sa voiture, se demandant si elle survivrait. Elle posa ses notes, décida de parler sans filet. « Je ne vais pas vous dire que ça va aller. Je ne vais pas vous promettre que vos familles vont changer ou que la douleur va disparaître. » Elle marqua une pause. « Je vais vous dire que vous allez apprendre à vivre avec, que certains jours seront plus durs que d'autres, que vous aurez envie de céder, de retourner dans des dynamiques toxiques juste pour que ça s'arrête de faire mal. » Elle vit quelques têtes hochées en reconnaissance. « Mais je vais aussi vous dire que vous pouvez construire quelque chose de solide avec cette douleur. Pas malgré elle, mais avec elle. Que vous n'êtes pas seul. Et que la famille, parfois, c'est pas celle qu'on nous a donnée, mais celle qu'on choisit. » Karim, assis au fond de la salle, lui sourit discrètement. Après l'atelier, dans la voiture, Manon sortit son téléphone. Elle regarda le message de sa mère, hésita, tapa une réponse. « Merci pour ton message. Je vais bien. J'espère que toi aussi. » Simple, neutre, honnête. Elle envoya avant de réfléchir davantage. La porte n'était ni fermée ni grande ouverte. Juste entr'ouverte, qu'elle pouvait refermer à tout moment si nécessaire. Elle respira profondément. C'était suffisant pour aujourd'hui. Unsatisfied mind. I think so too. You think it's a thing? That's cool. I'm leaving. Oh shoot, am I still in the ghost room? Are you dead? Me? Yeah. Have I ever died? That was scary. Yeah, No, you I don't died know. last game. Come on. Chad's never died. He's never done anything wrong Wait. ever in his life. Don't leave. Don't leave. I need to see What? something. What? You need to see. I have to see how this works with
Okay, in the. Did we, find, What are we doing? Yuzu, I Did we have ever a find a dream. bone? Yes, it what was are a you spine. seeing? It was a spine. Okay, look, I'm okay. I'm holding this with no hands. That's. So all of the inanimate objects get held the same, like they used to. Hold on. Let me go grab that. Maybe I want. Never mind. That's what I'm doing. You want to hold that with your mouth? Okay. Hey, yeah. Let me put that cock in my mouth. Look who it is. Hey, Oh, yo, no. hey, Pogs. Butcher Ground, thank you for the follow. Welcome in. I appreciate you. Pogs, I think. Tyler, what's this look like? Like you're nodding your head. Dang it. Like your head banging. No, that's headbanging. I cannot. Yeah. I banging cannot. something. Anyway, I'm just gonna It's eat my fine. Butterfinger in peace. feeling better today, hopefully? Yeah, I'm feeling better. It was an Obambo. I have to eat a stupid Swedish fish. I did that on purpose so you'd eat a Swedish fish. I feel like you're lying to me. My I feel story, like you really and I'm sticking thought- to it. Yay, I got money. Should I buy upgrades or some Louis Vuitton shirts? I got the Honestly, new one. $10,000 for a shirt is a little excessive. I ain't Yes, I buying can that. pronounce Swedish fish. And also, though, like, why do we have such saggy pants? Let me see. Can Swedish y'all fish. see my crack when I do this? No, because you have your jacket on. Thanks, Okay. Emilio. Prices was are very gross. nuts. But, like, why are the crotches to the pants, like, not to stare at y'all's crotches, but, like, why are they so low? We have no butt! What is this? Yeah, Let me see. Hold on, let me look at your booty. All the cake Oh, is gone. I lied. It kind lied. of is. You look like Nebraska. Flat. Oh, that was really sad. Hmm I got so Dina would be so disappointed. You know what? Dumpy Dina has the best booty in all of the ghost hunting games. The crotch is lower than the Friggin' butt. frog, It you're really right. is. Dude, this thing is like So roomy in the crotch. Room to grow. lingering. Room to grow. Yeah, what about for the ghost hunting. females? We need a The booty. dots. I think that was Clearweather. Bestie. I think it was clear. Yeah. Okay. And we had a spine. I hate calling my own bingo, but that was the Get a monkey mod. paw. I have 2 of them that I'm playing with right now. Body's built in 2D. Yeah, So bad. I really. I hate it here. You know Ooh, what? The tier 3 Was that camera Twitch? takes I think up I'd your rather entire poop screen. snakes. You'd rather poop snakes? Yep. Yeah. Did we get a? Yeah, we got a ghost photo and a ghost video. We had a translucent ghost as well, and a shadow Yep, ghost. and a shadow ghost. I don't know why I didn't use the monkey paw. My bad, you guys. I guess I could have done that. And boys but with I extra. chose not to. I mean, for real. Yeah. It's Vinny. I'm really upset about not having a booty in this game anymore. Give Already me don't have booty the or booty give me IRL. death. Amen. Oh, I Well, said looks brother. like they gave you a crappy game. The potato is still here. I would say his brother. Yes, we still have the potato. Spuddy lives on. Why is my thermometer having an aneurysm when I turn? Yeah, Pogs, I'm really excited to see you and Mango learn how to play this game now. I'm getting a sound in the garage. Honestly, was like really hoping that this would be. Oh, it's a scapula. Scapula. I was really hoping that this would be like on April 1st, because this is like such a joke. In the main room. Like, where they In would the just be main room? like, just kidding, we didn't destroy your favorite game. You said, Yeah. it's in the garage? No. Oh, living Chad room? says it's up here. Yeah.
unless they janked up the thermometers. From what I just saw, there's going to be a lot of complaining from us. It might not be that bad because you guys are just getting into it. But Yeah, I feel like for new players, I heard Twigbot saying this earlier, that for newer players, this won't be too bad because it's like, this is just how you're gonna learn how to play. But like for people who have played this for a while and who are used to like the really fast pace, like switching between their equipment and, you know, bing, bang, boom, doing all the things, it's gonna be a difficult adjustment. Luckiest Future, thank you so much for the follow. Luckiest Future, can you give me some luck in my future in this game? Can we have some more luck in Phasmophobia? Anyways, I started blasting. I don't Video see photos. any Video goes. I got those. Cleanse the area. UV. I got that. the Disturbed Salt Okay. video. One of the characters absolutely Yeah. gets ragdolled. Sending Lux y'all's Don't be way. Tyler, Thank the you. spot I need for bingo is for someone else to get bingo first. I'm sorry, Sean. I had one for 4 people to get bingo first. Yeah. You guys grab your bingo cards. They didn't change how you Tiefling. switch the items. It's Tiefling. just slower. They did. They did change it. it. It's Tiefling. It's from D&D, brother. Hold on. That's I Typhling. must get. No, it's not. It literally is the spot I need for bingo. I'm mad about it. I'm sorry. Ew, I need more channel points on your. Hello, Your welcome stream? in, Tay Armani. Welcome in. What do you need? I need more channel For points what? on your stream because I have a bad number. Why is the ceiling like 5 million Send feet some. ahead? Like, Oh, yeah, I'll what spend is some. this? I know Spend some. exactly what to spend it on. I feel like you're gonna spend it on something bad. I only need Phantom. You guys, Tiefling or she's so Tiefling? bad. Doesn't matter. Okay, okay. Can't even be disappointed in my ability to be let down was eroded in 10k hours of Ark survival. Oh no. Thank you for that, Wayward. You're welcome. Did you say we have UV? No, I didn't. I said we don't Oh. have UV No, UV. from what I could see. Oh, I hate this. I hate this. I hate this. I okay. hate this. It's not a wraith. That's the only thing I know. I see Hi, a lot of jiggle Emily. peeking in my future. Emmeline, are you around? Do you want to call bingo? I'm so spoiled because you do it for me all the time. I don't see any Orbeez. Although I did hear that Orbeez were not working correctly. What do you mean orbs aren't working correctly? Someone earlier in chat said that they've seen a couple people have issues with seeing orbs in the spirit box working. Here, let's try spirit box. Can I have the rim? What's up, Mr. Purple Bear? Where are you? Are you here? Are you Wouldn't friendly? you like to know? Where are you? Are you near? And Are you the far? bone was the scapula. Scapula! The scuba. Hold on, I have a sound. Hello? Oh, she's so hungry. Where are you? Are you here? It's not even responding. That's really cool. Hello? Ghost? Hello, hello, She's so hello? hungry. Rude. Not much, just at work. I hope you're having a good shift. You guys can come back in. I don't want to. This is like Maybe- yeah. there was a pretty lady and she got plastic surgery and it got absolutely botched. Mm-hmm. Really, really, really. And then she just Okay. looks really bad. Yeah. Would you like for me to be sweeter?